Ma femme m'a mis dehors après avoir cru les mensonges de son fils. 3 semaines plus tard, elle m'a demandé si j'avais réfléchi. Au lieu de cela, je lui ai présenté les papiers du divorce et son fils a perdu la tête. Ma femme m'a mis dehors après avoir cru aux mensonges de son fils. 3 semaines plus tard, elle m'a demandé si j'avais réfléchi. Je lui ai donné les papiers du divorce, et son fils a pété les plombs. Je suis devant mon allée, regardant mes vêtements volés par la fenêtre du 2e étage, et je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe. Ma femme, Lorraine, crie de là-haut, son visage rouge d'une rage que je n'ai jamais vue auparavant, me disant de quitter sa maison. Ce matin encore, nous prenions le café ensemble. Ce matin encore, tout allait bien. Mais maintenant, son fils de 17 ans, Jake, se tient derrière elle avec cette expression sur le visage. Cette expression que je n'arrive pas tout à fait à lire, quelque chose entre le triomphe et la fausse inquiétude. Il pose sa main sur son épaule comme pour la réconforter, mais ses yeux croisent les miens juste une seconde, et je jure que je vois un sourire narquois. Permettez-moi de revenir en arrière, et d'expliquer comment j'en suis arrivé à ce moment de cauchemar. J'ai rencontré Lorraine il y a 4 ans, dans un café où elle travaillait comme gérante. C'était une veuve magnifique et gentille, qui avait perdu son mari d'un cancer 3 ans auparavant. Jake avait 13 ans à l'époque, un enfant calme, qui semblait perdu sans son père. Et les spectateurs, avant de passer à la vidéo, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur le bouton j'aime si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. Je suis tombé amoureux de Lorraine, fort et vite. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois, avant que je ne la demande en mariage, et elle a dit oui avec des larmes dans les yeux. Je lui ai promis, ainsi qu'à Jake, que je n'essaierai jamais de remplacer son père, mais que je serai là pour eux deux, toujours. Les 2 premières années ont été honnêtement excellentes. Jake était distant avec moi, bien sûr, mais je comprenais. Je n'ai jamais forcé, je n'ai jamais exigé qu'il m'appelle papa, ou quoi que ce soit de ce genre. Je l'aidais avec ses devoirs quand il me le demandait, je le conduisais chez ses amis, je payais son téléphone et ses vêtements. J'ai acheté une maison plus grande, pour qu'il puisse avoir son propre espace. Lorraine était heureuse, nous étions heureux, et je pensais que Jake s'adaptait. Mais en y repensant maintenant, je peux voir quand les choses ont commencé à changer, quand le poison a commencé à couler. Il y a environ 8 ou 9 mois, Jake a commencé à faire ses petits commentaires à sa mère. Je les entendais parfois quand j'entrais dans une pièce. Des petites choses, qui semblaient gentilles en surface, mais qui avaient un côté acerbe. Il lui disait à quel point elle était belle, qu'elle pourrait être mannequin, qu'elle méritait quelqu'un, qui la traitait comme une reine. Je pensais que c'était juste un enfant, qui complimentait sa mère, ou il mentionnait son père décédé, chaque fois que Lorraine et moi fixions une limite, disant que son père l'aurait laissé faire, ce qu'il voulait. Au début, Lorraine mettait fin à la discussion fermement, lui disant d'arrêter, que j'étais bon avec eux. Mais les commentaires continuaient, subtils et constants, comme de l'eau, qui goutte sur une pierre. Il se demandait pourquoi, ils devaient suivre mes règles, et ce qu'il appelait leur maison. J'ai essayé d'en parler à Lorraine, suggérant que Jake avait peut-être du mal à s'adapter, mais elle a balayé cela d'un revers de main, comme un drame d'adolescent typique. Mais je l'ai remarqué, me regardant différemment parfois, comme si elle m'étudiait, cherchant quelque chose. Puis, il y a environ 4 mois, les choses sont devenues plus étranges. Jake devenait une personne complètement différente, selon que sa mère était dans la pièce ou non. Quand Lorraine était là, il riait et plaisantait avec moi, agissant comme si nous étions des amis. Mais dès qu'elle partait, son visage devenait inexpressif, complètement neutre, comme si je n'existais pas. J'essayais d'interagir avec lui, de suggérer des activités que nous pourrions faire ensemble, et il me donnait juste ses réponses plates, en un seul mot. Puis Lorraine revenait, et soudain, il redevenait animé. Je commençais à me sentir fou, comme si j'imaginais tout. La véritable explosion a commencé il y a 3 mois, quand Jake m'a demandé une voiture. Pas n'importe quelle voiture, mais une BMW à 35 000 $, comme son ami en avait une. Je l'ai assis et je lui ai expliqué que c'était trop d'argent, que nous pouvions lui trouver une voiture d'occasion fiable, pour environ 10 000 $, et qu'il pourrait trouver un emploi à temps partiel, pour aider avec l'assurance. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé, puis il est parti en trombe dans sa chambre, où je l'entendais pleurer. Cette nuit-là, Lorraine était glaciale, me demandant s'il était vraiment nécessaire de lui refuser, soulignant tout ce qu'il avait traversé, et demandant si cela me tuerait, de lui donner juste cette chose. J'étais choqué, parce que 35 000 $ pour la première voiture d'un adolescent,
c'était objectivement insensé. Mais elle s'est juste détournée, et a dit que je ne comprenais pas ce que c'était d'être sa mère. Après cet incident, tout a changé, comme si un interrupteur avait été actionné. Jake a commencé à avoir ces conversations chuchotées avec sa mère, qui s'arrêtait brusquement, quand j'entrais dans la pièce. Lorraine a commencé à me questionner, de nulle part, me demandant si j'aimais vraiment Jake, pourquoi il avait l'impression que j'étais différent, quand elle n'était pas là. J'ai essayé de me défendre, expliquant que j'étais exactement la même personne tout le temps, mais elle rétorquait, en demandant pourquoi son fils mentirait. Les disputes sont devenues régulières. Jake prétendait que je lui avais dit quelque chose de dur, et Lorraine me confrontait à ce sujet. Chaque fois que j'essayais de me défendre, elle me demandait si j'appelais son fils un menteur. Et je me sentais complètement piégé. J'ai réalisé qu'il jouait cela parfaitement, faisant des affirmations vagues, impossibles à réfuter, construisant ce récit de moi, comme un agresseur hypocrite, qui ne montrait ses vraies couleurs, que lorsque nous étions seuls. Puis, il y a 2 semaines, tout a explosé, de la pire des manières possibles. Je suis rentré du travail, et Lorraine m'a attrapé le bras, sa voix tremblante, alors qu'elle disait que nous devions parler de ce qui s'était passé avec Jake. J'ai eu un pincement au ventre, parce que je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. Elle a retroussé la manche de Jake, pour me montrer une ecchymose sur son avant-bras. Les larmes aux yeux, elle m'a dit qu'il avait dit que je l'avais attrapé, que j'étais devenu agressif, quand elle n'était pas à la maison. Mon monde a basculé, et j'ai senti la panique monter dans ma poitrine, parce que je n'avais jamais levé la main sur cet enfant. Je criais maintenant, désespéré, mais elle a reculé de moi, comme si j'étais dangereux. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas voulu croire Jake, que pendant des mois, elle s'était dit qu'il était juste un adolescent dramatique. Mais les choses qu'il lui avait dites étaient trop spécifiques et trop cohérentes pour être ignorées. J'ai attrapé ses mains, la suppliant de réfléchir si elle m'avait déjà vu être violent en 4 ans ensemble. Mais elle s'est retirée et a dit que c'était ce qui rendait les choses si effrayantes, que Jake prétendait que j'étais comme 2 personnes différentes. C'est là que j'ai vu Jake, qui regardait depuis les escaliers. Et pendant juste une fraction de seconde, son expression était complètement neutre, presque curieuse, comme s'il regardait une expérience scientifique, pour voir comment elle allait se dérouler. Puis il m'a vu regarder, et son visage s'est instantanément froissé de peur. Il a dévalé les escaliers, appelant sa mère, disant qu'il avait entendu des cris, et la suppliant de ne pas me laisser lui faire du mal. Cette performance a complètement brisé Lorraine. Elle m'a dit de faire une valise et de partir. Jusqu'à ce qu'elle puisse comprendre les choses, et s'assurer que son fils était en sécurité, je devais partir. J'ai fait mes valises avec des mains tremblantes, l'esprit en ébullition, essayant de comprendre comment mon mariage venait d'imploser. Alors que je chargeais ma voiture, j'ai levé les yeux une dernière fois, et je les ai vus à la fenêtre. Jake avait son bras autour de sa mère, la réconfortant comme un fils dévoué. Mais quand il pensait que je ne pouvais pas voir clairement son visage, il regardait son téléphone et souriait. C'est à ce moment-là que j'ai su avec une certitude absolue, ce n'était pas un malentendu, ou un enfant qui faisait des siennes. C'était calculé et planifié. Et alors que je conduisais chez mon frère, avec toute ma vie dans des sacs poubelles, sur le siège arrière, une question n'arrêtait pas de se répéter dans mon esprit, comme un marteau. Depuis combien de temps, cet enfant de 17 ans, planifiait-il de détruire mon mariage? Et plus important encore, pourquoi? J'ai passé la première semaine chez mon frère, en état de choc complet. Je mangeais à peine, je dormais à peine, je rejouais juste tout dans mon esprit, encore et encore. Mon frère Dave n'arrêtait pas de me dire de me battre, d'appeler Lorraine, de la faire écouter. Mais à quoi bon, si elle avait déjà décidé que j'étais le monstre, dans cette histoire? J'ai dû l'appeler 50 fois, cette première semaine, et chaque appel est allé directement à la messagerie vocale. Je lui ai envoyé des SMS, la suppliant d'avoir une chance de parler, d'expliquer, de lui montrer que quelque chose n'allait pas, avec l'histoire de Jake, mais elle n'a jamais répondu. À la 2e semaine, le choc a commencé à s'estomper, et quelque chose d'autre a pris sa place, quelque chose de froid et d'analytique. J'ai commencé à penser à tous ces petits moments, des mois passés. Toutes ces interactions étranges, qui n'avaient pas eu de sens, à l'époque. La performance de Jake, dans les escaliers, cette fraction de seconde de curiosité, avant qu'il ne joue son rôle terrifié. C'était trop fluide, trop préparé. Cette ecchymose, sur son bras, était apparue au moment parfait,
juste après notre plus grosse dispute, à propos de la voiture, et ses conversations chuchotées avec sa mère, qui s'arrêtait, quand j'entrais dans les pièces. Qu'est-ce qu'il lui avait mis dans la tête, pendant tous ces mois? J'ai réalisé que j'avais besoin d'aide, une vraie aide professionnelle. Parce que si Jake avait manipulé la situation, tout ce temps, j'avais besoin de preuves. J'ai d'abord appelé un avocat, une avocate spécialisée en droit de la famille, nommée Patricia Chin, qui m'avait été fortement recommandée. Elle a écouté mon histoire, sans m'interrompre, prenant des notes. Et quand j'ai eu fini, elle m'a regardé sérieusement. « Est-ce que vous êtes propriétaire de la maison ?» m'a-t-elle demandé. Je lui ai dit oui, je l'avais achetée avant le mariage, avec mon propre argent. Elle a hoché la tête, et a dit que c'était bien, que cela me donnait un avantage, mais que nous devions agir rapidement, sur les papiers de divorce, si c'était ce que je voulais. Je lui ai dit que je n'étais pas encore sûr, qu'une partie de moi espérait encore que Lorraine reviendrait à la raison, et elle m'a fait ce sourire triste. D'après mon expérience, quand quelqu'un choisit de croire le pire de vous, sans preuve, il a déjà fait son choix, a-t-elle dit. Cela m'a frappé de plein fouet, mais je savais qu'elle avait raison. Puis j'ai engagé un détective privé, un homme nommé Marcus, spécialisé dans les cas d'infidélité et de fraude. Je me suis senti ridicule au début, comme si j'étais paranoïaque, mais je lui ai tout raconté, sur le comportement de Jake, la manipulation, les mensonges. Marcus n'a pas semblé surpris du tout. Il m'a dit qu'il avait déjà vu des cas comme celui-ci, des enfants qui manipulaient leurs parents, pendant les divorces, ou les situations de famille recomposées. Les adolescents peuvent être incroyablement sophistiqués, quand ils veulent quelque chose, a-t-il dit. Laissez-moi d'abord examiner les finances, voir s'il y a une trace d'argent, parce qu'il y en a généralement une. Il a fallu moins d'une semaine à Marcus pour trouver la première bombe. Notre compte joint, celui que Lorraine et moi avions créé pour les dépenses ménagères et les économies, perdait de l'argent depuis près de 6 mois. 8 000 $ au total, retirés par petites sommes, que je n'avais pas remarquées, alors que je travaillais 60 heures par semaine. Les dépenses concernaient des équipements de jeu, des vêtements coûteux, des appareils électroniques, des commandes DoorDash, parfois 2 fois par jour. Tout cela était lié à Jake. Mais voici ce qui m'a glacé le sang, Lorraine devait savoir. Plusieurs des dépenses nécessitaient une approbation parentale. Et il y avait des relevés bancaires, montrant qu'elle avait transféré de l'argent de nos économies, pour couvrir les découvertes que Jake avait créées. Elle me l'avait caché, elle l'avait couvert, probablement parce qu'elle savait que je dirais non, à ce genre de dépenses frivoles. Marcus a trouvé autre chose aussi. Il a consulté notre rapport de crédit, et a découvert que Lorraine avait demandé une carte de crédit, à son seul nom, il y a 2 mois, juste au moment, où la campagne de Jake contre moi s'était intensifiée. Elle l'avait presque immédiatement épuisée, 4 000 $ supplémentaires, principalement pour des choses pour Jake. Quand Marcus m'a montré les preuves, j'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il ne s'agissait pas seulement de Jake, qui manipulait sa mère. Lorraine m'avait activement trompé aussi, choisissant son fils plutôt que notre mariage, et notre avenir financier. Mais la véritable mine d'or est arrivée, quand Marcus a suggéré, que nous examinions les médias sociaux, et l'empreinte numérique de Jake. Il avait un contact, qui pouvait accéder aux messages et aux publications supprimées, le tout, parfaitement légal, avec les bons outils. Je lui ai donné le feu vert, même si cela me semblait intrusif, parce que j'avais besoin de connaître la vérité. Ce que nous avons trouvé, était dévastateur. Des messages entre Jake et ses amis, remontant à presque 1 an, parlant de son plan. Maman commence à douter de lui, disait un message. Il faut juste pousser un peu plus fort, et le vieil homme sera parti. Dans une autre conversation, Jake a littéralement écrit sa stratégie. Maman me croit toujours quand je pleure. C'est tellement facile. Il a dit à son ami Tyler, il y avait aussi des messages, à propos de la voiture. À quel point j'étais un salaud radin, qui ne comprenait pas que Jake méritait de belles choses. Mais le pire message, celui qui a tout rendu limpide, daté d'il y a 3 semaines, juste avant que tout n'explose. Presque là. Jake avait écrit, l'échymose est prête. Je vais la montrer à maman ce soir. Cela devrait être le coup de grâce. Il avait planifié une échymose. Il s'était délibérément blessé, pour me piéger. Marcus a aussi trouvé une vidéo, cachée dans le stockage cloud de Jake, probablement enregistrée par accident. Elle montrait Jake, dans sa salle de bain, se claquant l'avant-bras, contre le bord du comptoir,
grimaçant, mais le faisant encore et encore, jusqu'à ce qu'une ecchymose foncée se forme. Il vaut mieux que ça marche, marmonna-t-il, dans la vidéo. J'étais assis là, regardant cet adolescent de 17 ans, s'automutiler, pour détruire mon mariage, et je me suis senti physiquement malade. Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? Que avais-je fait, pour mériter ce niveau de cruauté calculée? Puis Marcus m'a montré la dernière pièce du puzzle. Des messages entre Jake et son meilleur ami, concernant leur plan, après le divorce. Une fois qu'ils se seront séparés, maman voudra quitter cette ville ennuyeuse. Jake a écrit, elle vendra la maison, et nous pourrons enfin déménager en ville, où tout se passe réellement. De plus, sans lui, elle aura plus d'argent à dépenser pour moi. Il s'agissait d'argent et de localisation. Jake voulait une vie différente, une vie plus excitante, dans la ville, où ses amis avaient déménagé, et j'étais l'obstacle. La maison était à mon nom, donc Lorraine ne pouvait pas la vendre, pendant que nous étions mariés. Mais si nous divorcions, Jake pensait qu'elle voudrait un nouveau départ, ailleurs, et il obtiendrait enfin ce qu'il voulait. J'avais tout. La fraude financière, les messages manipulateurs, la vidéo de lui, créant l'ecchymose, tout. Patricia Chin a examiné tout cela, et m'a dit que c'était plus que suffisant, pour un divorce, avec un règlement très favorable. Mais elle m'a averti que dénoncer la manipulation de Jake pourrait endommager ma relation avec Lorraine, de façon permanente. J'ai presque ri, parce que quelle relation? La femme m'avait mis dehors, sur la base de mensonges, sans même me donner une chance de me défendre. Cette nuit-là, 3 semaines après qu'elle m'ait mis à la porte, j'ai finalement reçu un SMS de Lorraine. As-tu eu le temps de réfléchir à ton comportement, disait-il. Jake dit qu'il est prêt à te donner une autre chance, si tu t'excuses auprès de lui, et que tu t'engages à faire mieux. Nous pouvons parler de ton retour à la maison, si tu as vraiment réfléchi à ce que tu as fait. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Elle ne me demandait pas si j'allais bien. Elle ne s'excusait pas, de ne pas avoir écouté ma version des faits. Elle exigeait que je m'excuse, auprès du gamin, qui avait orchestré tout ce cauchemar. J'ai répondu par seulement 4 mots, viens demain, 15 heures. Elle a répondu immédiatement. Cela signifie-t-il que tu es prêt à arranger les choses? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai passé le reste de la nuit à organiser toutes les preuves, dans un dossier, imprimant les messages, les relevés bancaires, tout. Demain, Lorraine allait apprendre la vérité sur son fils, et notre mariage allait prendre fin. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Lorraine est arrivée au café, à exactement 15 heures, et je l'ai regardée par la fenêtre, pendant qu'elle garait sa voiture. Elle semblait fatiguée, plus mince que dans mon souvenir, avec des cernes sous les yeux, que le maquillage ne parvenait pas tout à fait à cacher. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de l'amour que j'avais eu pour elle. Mais ensuite, je me suis souvenu des 3 dernières semaines de silence, des accusations, de la façon dont elle avait choisi de croire le pire de moi, sans poser de questions. Elle s'est dirigée vers l'entrée, avec cette expression sur le visage, mi-espérante, mi-nerveuse, s'attendant probablement à ce que je sois brisé, et désolé. J'avais choisi ce café délibérément, parce que c'était un terrain neutre, un lieu public, où aucun de nous n'avait l'avantage, et je voulais des témoins, pour ce qui allait se passer. Elle m'a repéré, à une table d'angle, au fond, et s'est dirigée vers moi, se glissant sur le siège, en face de moi, avec un sourire prudent. Le café était assez occupé, pour que nous ayons de l'intimité, mais pas si vide, que nous soyons seuls, et je me suis positionné, de manière à pouvoir voir le parking, par la fenêtre. Elle a commencé à parler presque immédiatement, de la façon dont elle et Jake avaient discuté des choses, comment peut-être, si j'étais prêt à aller en thérapie, et à travailler sur mes problèmes de colère, nous pourrions trouver un moyen d'avancer. Je l'ai laissé parler, pendant environ 30 secondes, avant de lever la main, pour l'arrêter, et de faire glisser un grand dossier en manille, sur la petite table. Elle l'a regardé, confuse, puis est revenue à moi, avec des questions dans les yeux. Je lui ai dit de l'ouvrir, ma voix plate, et sans émotion. Elle a hésité, puis a pris le dossier, avec des mains tremblantes. La première chose qu'elle a vue, c'était les papiers du divorce, officiels, et déjà signés par mon avocat. Son visage est devenu blanc, et elle m'a regardé, avec un choc sincère, commençant à dire « Nous pourrions nous en sortir ». Je lui ai juste dit de continuer à regarder. Elle a feuilleté les pages, et j'ai regardé son visage changer, alors qu'elle voyait les relevés bancaires, les factures de carte de crédit, les dépenses surlignées,
qui montrait 8 000 $ de notre argent, dépensé par Jake. Elle a essayé d'expliquer, mais je l'ai interrompue, et je lui ai dit de continuer. Puis elle est arrivée aux messages imprimés, les conversations de Jake avec ses amis, où il avait exposé toute sa stratégie de manipulation. J'ai vu le moment exact, où elle a lu les mots, que son fils avait écrits, sur la facilité avec laquelle il la faisait croire, comment le vieil homme serait bientôt parti. Ses mains ont commencé à trembler, et elle n'arrêtait pas de secouer la tête, comme si elle pouvait nier, ce qui était juste devant elle. Elle a murmuré que ça ne pouvait pas être réel, que ça pouvait être faux. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone, et que j'ai lu la vidéo, avec le volume suffisamment bas, pour qu'elle seule puisse entendre. La voix de Jake est passée clairement, alors qu'il claquait son propre bras, contre le comptoir de la salle de bain, encore et encore, créant l'ecchymose, qu'il avait montré à sa mère. Le visage de Lorraine s'est effondré, et elle a laissé tomber les papiers sur la table, la main sur sa bouche. Elle marmonnait, qu'il lui avait dit que je l'avais attrapé, qu'il avait pleuré, et semblait si effrayé. Je l'ai interrompu, pour expliquer froidement, qu'il l'avait manipulé, que pendant des mois, il avait systématiquement détruit notre mariage, parce qu'il voulait qu'elle vende ma maison, et qu'elle déménage en ville avec lui. Et tout était là, dans les messages. Elle sanglotait maintenant, essayant de rester silencieuse, dans cet espace public. Tout son corps tremblait, alors qu'elle essayait de comprendre, que son fils avait orchestré, tout ce cauchemar. Puis elle a demandé pourquoi je ne l'avais pas fait voir, pourquoi je ne lui avais pas dit, et cette question a brisé quelque chose en moi. Je lui ai dit que j'avais essayé, que je l'avais supplié de me parler, mais elle avait choisi de croire Jake, sans preuve, sans même demander ma version de l'histoire. Elle m'avait mis dehors, de ma propre maison, sur la base de mensonges. Elle a tendu la main, de l'autre côté de la table, mais je me suis retiré, et elle a dit désespérément, qu'elle protégeait son enfant, demandant ce qu'elle était censée faire. Tu étais censée être ma femme, ai-je dit, ma voix montant légèrement, avant que je ne me reprenne, et que je me souvienne où nous étions. Tu étais censé me faire bénéficier du doute, après 4 ans de mariage. Les mots qui ont suivi, étaient ceux que j'avais gardés, pendant 3 semaines. Je lui ai dit qu'elle était censée poser des questions, exiger des preuves, quelque chose, mais elle ne l'a pas fait, parce qu'au fond d'elle, elle avait déjà choisi Jake, plutôt que moi. La vérité planait dans l'air, entre nous, douloureuse et indéniable. Elle avait fait son choix, il y a des semaines, peut-être même des mois, quand le poison chuchoté de Jake avait commencé à faire son effet sur elle, et j'étais juste le dommage collatéral. C'est alors que la porte du café s'est ouverte avec force, et que Jake est entré. Il avait attendu dans la voiture dehors, et apparemment, il ne supportait pas de ne pas savoir ce qui se passait. Il nous a repérés immédiatement, et s'est précipité vers notre table, le visage rouge de colère, exigeant de savoir ce que je faisais à sa mère. Puis il a vu les papiers éparpillés sur la table, et son expression a changé. Pendant juste une seconde, j'ai vu une vraie peur, avant qu'il n'essaie de se ressaisir, et de dire à sa mère, que tout ce que je disais, était un mensonge, que j'essayais de la monter contre lui. J'ai pris mon téléphone, et j'ai tourné l'écran vers lui, lui montrant sa propre vidéo, de la création de l'ecchymose. Son visage a traversé une série d'émotions, en succession rapide, choc, panique, puis finalement, se fixant sur la colère. Il a dit à haute voix, que j'avais fouillé ses affaires, que je n'avais aucun droit, et les gens dans le café commençaient à nous regarder. J'ai gardé ma voix calme, et je lui ai dit qu'il m'avait piégé, pour abus, donc j'avais tous les droits. Lorraine regardait son fils, comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant, sa voix brisée, alors qu'elle le suppliait de lui dire que ce n'était pas réel, qu'il n'avait pas fait ça. Et c'est là que le masque de Jake est tombé complètement. Et alors, si je l'ai fait, a-t-il dit, sa voix montant, et attirant davantage l'attention. Il a dit qu'elle était de toute façon malheureuse avec moi, que j'étais ennuyeux et radin, et pas son père, qu'ils auraient dû quitter cette ville stupide, il y a 1 an. Lorraine a halté, comme si elle avait été frappée physiquement, ses yeux parcourant les autres clients, qui regardaient maintenant ouvertement. Jake a continué, ne se souciant apparemment pas du public, disant qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, parce que tous ses amis avaient déménagé en ville, et qu'il était coincé ici, à cause de moi. Il a dit à sa mère, qu'elle méritait mieux, que cette vie ennuyeuse, qu'ils le méritent tous les deux, et qu'une fois qu'elle me divorcerait, et vendrait la maison, il pourrait enfin avoir une vraie vie. Je l'ai interrompu tranquillement, pour lui rappeler que c'était ma maison, et que Lorraine ne pouvait pas la vendre. Son visage est devenu encore plus rouge, et il a commencé à parler de procès, et de la façon
dont la mère de son ami, avait obtenu la moitié de tout, dans son divorce. C'est là que j'ai vu le moment, où Lorraine a finalement compris, ce que son fils était devenu, là, au milieu d'un café bondé. Elle a murmuré qu'il avait détruit son mariage, pour de l'argent, et un changement de lieu, qui lui avait fait croire, que son mari l'abusait, pour qu'il puisse déménager, pour être près de ses amis. Jake a essayé de faire marche arrière, soudain conscient de toutes les personnes, qui regardaient, bégayant, que ce n'était pas comme ça, qu'il voulait juste, qu'ils soient heureux ensemble. J'ai tout coupé court, et je leur ai dit à tous les deux, la réalité de leur situation. J'ai expliqué fermement, mais calmement, qu'ils avaient 30 jours, pour trouver un logement, comme indiqué dans les papiers de divorce, et qu'après cela, je reprendrais ma maison. Lorraine m'a regardé, avec une telle dévastation dans les yeux, et a supplié du temps, pour digérer cela, pour réparer ce qui avait été brisé. Mais j'en avais fini. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à réparer. Qu'elle avait choisi de croire que j'étais un monstre, sans preuve. Qu'elle avait laissé son fils, la manipuler pendant des mois, et ne l'avait jamais remis en question. Même maintenant, connaissant la vérité, elle me demandait une autre chance. Mais la douloureuse réalité, c'est qu'elle ne m'avait jamais donné une première chance. Elle s'est effondrée complètement, sanglotant dans ses mains, pendant que Jake se tenait là, les bras croisés, l'air défiant, et en colère, même si tout son plan s'était effondré autour de lui. Je les ai regardés, cette mère et son fils, qui ont détruit ma confiance, et mon mariage, et je n'ai ressenti que du vide, là où il y avait de l'amour. Je me suis levé de la table, j'ai ramassé ma copie des papiers de divorce, et je leur ai dit que je partais. J'ai répété, qu'ils avaient 30 jours, pour quitter ma maison. Lorraine a essayé de me prendre le bras, mais je me suis retiré doucement, et je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, j'entendais les sanglots de Lorraine, et Jake qui commençait à se disputer avec elle, sa voix montant à nouveau, alors qu'il essayait probablement, de retourner la situation d'une manière ou d'une autre. Je suis sorti de ce café, et je suis monté dans ma voiture. Et par la fenêtre, je pouvais les voir, toujours à table, Lorraine la tête dans les mains, pleurant, tandis que Jake gesticulait avec colère, me blâmant probablement toujours pour tout, même si les preuves de sa manipulation étaient là, juste devant eux. Un mois plus tard, mon avocate a appelé, pour confirmer qu'ils avaient déménagé à temps. Ils avaient trouvé un petit appartement, de 2 chambres, de l'autre côté de la ville, rien de comparable à la maison qu'ils avaient laissée derrière eux. Patricia a mentionné, que Lorraine avait essayé de se battre, pour obtenir un règlement financier, mais n'avait aucun fondement juridique, puisque la maison était à moi, avant le mariage, et qu'elle avait été complice du vol de $8000. Dave m'a dit, par l'intermédiaire d'amis communs, que Lorraine était dévastée, fonctionnait à peine au travail, que Jake lui rendait la vie misérable, en lui reprochant de ne pas avoir déménagé plus vite, de ne pas avoir vendu la maison, d'une manière ou d'une autre, d'avoir ruiné son plan. Leur relation était apparemment tendue, au point de rupture, Jake la traitant avec le même mépris manipulateur, qu'il m'avait montré. Une partie de moi, en était parfois triste, tard la nuit, quand ma maison était trop silencieuse, et que je me souvenais des bons moments, avant que le poison de Jake ne s'enracine. Mais surtout, je ressentais un soulagement, comme si j'avais échappé à une balle, qui m'aurait finalement détruit. On ne peut pas construire un mariage, avec quelqu'un qui ne vous fait pas confiance. Et on ne peut pas aimer quelqu'un, qui vous jettera, dès que cela lui conviendra. J'avais appris la leçon la plus dure de ma vie. Une leçon, qui m'a coûté 4 ans, dans un mariage, que j'avais cru éternel. La confiance, sans communication, n'est pas une vraie confiance. C'est juste une foi aveugle. Et la foi aveugle, sans preuve ni question, est dangereuse. Jake m'avait appris cette leçon, de la manière la plus cruelle possible. Et maintenant, lui et Lorraine, vivaient avec les conséquences des mensonges, qu'ils avaient choisi de croire, et de la loyauté, qu'ils avaient mal placée. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner, pour plus d'histoires vraies.